Dans la capsule, nous prenons le temps d'écouter, le temps de comprendre les trajectoires qui façonnent nos communautés, le temps de donner la parole à celles et ceux qui construisent, inspirent et ouvrent de nouvelles voies. Certains ont Iron Man, nous avons African Armure. Même combat, transformer la vision en puissance. Nous recevons dans cet épisode de la capsule Papou Moussa Dabo, un afro-visionnaire, avec une conviction profonde, celle que l'émancipation passe par la création et la transmission. Merci pour l'invitation. Je suis Papou dit Moussa Dabo, dit Papou. Donc j'ai grandi dans le 94, banlieue sud de Paris, d'origine franco-malienne, fait partie d'un collectif qui s'appelle Mafia Qu'un Free, un groupe de musique, de rap, dont j'ai été un artiste et que j'ai développé les marques de vêtements Mafia Qu'un Free et African Armure. Peux-tu nous raconter ton cheminement depuis tes premières influences culturelles jusqu'à aujourd'hui ? Mais mon cheminement d'influence, c'est ça? Mon cheminement d'influence, c'est je prends l'influence, elle commence avec Michael Jackson, hein, elle commence avec Kool and the Gang, elle commence avec des groupes de funk, électro, mais nous on est à la fin de ces années-là et on bascule dans le rap, on est très jeune, mais au début de l'adolescence, on a un impact puissant qui s'appelle Eric B. Rakim, qui s'appelle Public Enemy, qui s'appelle Run DMC, Nas, et tout ça, ça nous met une baffe incroyable moi, ça me bouffe. Donc mes premières influences réelles, elles sont hip-hop, elles sont de la culture hip-hop américaine. Quand as-tu senti que ta vie prendrait une trajectoire différente hors des sentiers traditionnels ? Depuis le début, on fait partie de cette génération d'enfants nés en France où on ne se sent pas vraiment à notre place. Il nous manque quelque chose, il nous manque des rôles modèles qui n'apparaissent que très rarement dans le milieu du foot, mais en vérité dans tous les autres domaines de la société, on n'a aucun représentant. Donc quand je découvre cette musique, bah, c'est clair que je rentre parce que quand je dis Rakim, je suis sincère, je vois un mec qui aurait pu être d'Afrique de l'Ouest, qui rappe, qui parle, qui dit des mots, qui est noir, qui raconte quelque chose qui me ressemble. Et ça je trouve une similitude et je rentre complètement dedans. Donc tu pourrais dire que la culture hip-hop a eu un fort impact dans ton développement en tant qu'adolescent ? Ouais, la culture hip-hop a un fort impact, ainsi que ma double culture. Ça veut dire que c'est un mélange de... tiens, je vais donner mon code, ce que j'aime bien dire. Je suis issu de 3 cultures et un code. Je suis issu de ma double culture, donc c'est ce qui m'inspire beaucoup, ce que mes parents m'ont apporté. Je suis issu de la culture hip-hop, donc ce que moi-même j'ai acquis par moi-même et que j'ai développé, mais j'ai aussi mes codes de banlieusard. Donc j'ai mes 3 codes culturels, le français, l'africain et la culture de musique hip-hop, et j'ai mes codes de banlieusard. C'est ce qui m'a constitué. Tu as fait référence à ELB, à Rakim. Est-ce que tu as eu d'autres modèles qui soient culturels ou familiaux qui t'ont influencé dans ton façonnage de personnalité ? Dans la musique, énormément d'acteurs de la musique. J'aurais pu dire Gangstar. Je peux te donner tout le lexique des rappeurs US en passant par le NWA ou Ghetto Boys dans d'autres villes. Mais ce qui est Jay-Z, énormément, hyper important. Puff Daddy, hyper important, même s'il il est pas dans les bons codes. Mais réellement, en termes de business, c'est quelqu'un de hors pair. Il est toujours en vie. Et quand on voit Rocawear ou Bad Boy, c'est les premières structures où on a vu des gens qui sortaient des quartiers, qui ont décidé d'être indépendants. C'est les premières structures indépendantes que moi j'ai vues de ma vie. Et ça m'a clairement inspiré. Rocawear m'a inspiré à créer du vêtement. Bad Boy m'a inspiré à monter nos propres structures, nos propres labels. Et je me suis constitué comme ça, avec le sport aussi en parallèle. Et d'ailleurs, quel est le souvenir d'enfance ou d'adolescence qui t'a le plus marqué et façonné ? Waouh, il y en a beaucoup. Les souvenirs d'enfance. Souvenirs d'enfance, c'est le foot, c'est les Coupes du Monde, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique, ouais. J'ai été très jeune depuis que je suis tout petit. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui a pu m'amener vraiment très jeune en Afrique. Et l'impact de la vie en Afrique dans les années 80 où il n'y a pas grand-chose, où c'est assez difficile, et cette vie de banlieusard qu'on peut mener, te met terre à terre, ça remet au sol et tu vois les choses autrement. Le voyage, si je dois retenir une chose, le voyage. Comment es-tu devenu membre de Mafia Qu'un Free ? Comment s'est fait la connexion avec tout le groupe ? Très naturellement.
Après, il y a des actes qui se posent, mais en vérité, très naturellement. J'étais à l'école avec un des membres de différents types, le groupe de Manuquet. J'étais à l'école avec Lil Jason. C'est avec Lil Jason que j'ai mon premier contact, on va dire, indirect avec les membres de la Mafia Quin Free. J'ai aussi des cousins qui habitent dans la fameuse cité Jacques Cartier. Donc, depuis très jeune, je connais d'autres membres de la Mafia Quin Free, avant même que le mot Mafia Quin Free n'existe. Donc j'étais à l'école avec certains. Mokobe et moi, on est des frères, on est comme des cousins. On n'est pas du même ethnie, mais on a vraiment évolué ensemble. Donc on se connaît depuis toujours. Voilà, il y a différents membres, on se connaît de différentes façons. D'autres, c'est à l'école, d'autres, c'est dans la rue, d'autres, c'est à travers le cousinage. Une vraie vie de banlieusard, une grande famille de banlieusards qui se côtoient par-ci, par-là. Donc, comme tu dis, la Mafia Cafri, c'est avant tout une famille. Ça représente avant tout une famille pour toi. Ouais, c'est une partie, c'est une de mes familles de rue. Il y a aussi la famille du quartier clair, où là où tu nais, où tu grandis, les gens avec qui tu évolues, bien avant la Mafia Quin Free, qui sont hyper importants et plus que présents. Et tu as après ce collectif Mafia Quin Free qui fait qu'on vient de partout, mais qui fait partie de cette famille. Quel était l'état d'esprit au sein de ce collectif? L'état d'esprit, c'était, je pense que, bon, là, je pense qu'on a tous des états d'esprit différents. Donc moi, mon état d'esprit, c'était déjà la passion. Je pense qu'on est tous de base passionnés par le rap, par la musique. Et après, c'était le rap français. Comment exister et faire du rap, mais qui a une pure identité française, sachant qu'on est tous passionnés, on était tous passionnés de musique américaine, mais on voulait vraiment créer quelque chose de français. Je pense que c'est ce qui nous a liés. Là où Kerry James dit, je ne sais plus ce qui est le ghetto français. Kerry James, il avait un lexique assez intéressant à l'époque qui permettait de vraiment définir un rap français avec un style français aussi. Notre façon de nous habiller était très... c'était codifié comme chez nous, comme dans le 9-4. Comment as-tu vécu l'impact de ce collectif sur la scène rap française? Hyper puissant, hyper important. L'impact, il est monumental, sans enlever de la qualité à tous les autres acteurs, parce que c'est grâce à tous les autres acteurs que notre impact aussi il a été puissant. C'est la diversité. C'est la diversité de tous ces groupes qu'il y avait à l'époque. Et nous, on a ramené une nouvelle diversité, c'est-à-dire celle du collectif, mais pas qu'un collectif d'un groupe et 4 mecs, c'est plusieurs groupes, et ces plusieurs groupes-là ont formé un collectif. Et l'impact qu'on a eu après, c'est de revendiquer notre africanité. Pour ma part, c'est de revendiquer cette africanité en étant ce mix de plusieurs gens, de plusieurs choses. Afro, caribéen, africain, Afrique du Nord, Afrique noire. Et ce mélange-là, je pense que c'est le réel impact, plus que la musique même, je dirais. Est-ce que ce passage de ta vie a influencé ton envie d'entrepreneuriat? Clairement. Clairement, parce qu'on se cherche dans la vie. On est à des âges où, quand on sort de l'adolescence, on est effectivement passionné par la musique. On pense qu'on va réussir dans le foot. Il y en a qui partent aussi dans le business. On est bon, on sait se débrouiller, on sait comment faire. Mais en fait, comme un petit mec de 20 ans qui arrive dans la vraie vie, mais en fait, il a beaucoup de capacités, lesquelles il va choisir. Qu'est-ce qu'il va faire en fonction des familles qui se sont faites. Certains se sont fait taper dessus, d'autres sont livrés à eux-mêmes. Mais la musique, elle nous a fait nous concentrer sur un chemin. Au fur et à mesure, ça ne s'est pas fait d'un seul coup, mais elle a fait qu'on s'est concentré. Plus le temps est passé, plus on se concentrait. Si moi, je faisais plein de choses avant, la musique, elle m'a ramené à me concentrer sur ces facteurs-là. Donc, tu grandis et tu te réveilles et tu fais partie de cette culture hip-hop, FR. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta marque African Armure? African Armure, c'est ma logique de quartier. C'est ma logique de banlieusard qui a fait que je l'ai créé. Premièrement, je suis introverti. Donc moi, je rappe au sein de la Mafia Quin Free, mais je ne suis pas à l'aise dans le rap. Plus on est connu, plus on est populaire, plus les gens ils décryptent les textes que j'ai pu écrire et qui m'a... Ouais, papou, quand t'as rappé ça, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Oh là là. Je suis quelqu'un, je fais beaucoup de choses et j'ai pas forcément envie qu'on sache tout. Donc j'avais un problème d'introverti, sauf que je savais pas à l'époque que j'étais introverti. On nous l'explique pas à nous et les parents le savent encore moins. Donc j'ai évolué
Les parents n'aiment forcément pas cette musique qu'on fait parce que c'est une musique de Kaira à l'époque. Donc moi, je suis dans ma réflexion, comment je vais satisfaire ma maman, comment je vais satisfaire ma passion et ce truc qui me dérange, qu'il faut que je continue à faire en sous-marin et que je ne peux pas mettre en avant. Donc j'ai le premier contact avec la marque qui s'appelle Vrung. Non, mon premier contact, c'est Doudou des Timides et Sans Complexe. C'est mon cousin, c'est mon aîné, c'est mon grand frère. Ils ont leur merchandising de Timides et Sans Complexe que je vois. Donc je pense que je suis une éponge à ce moment-là. Je prends, mais il ne se passe rien. Par la suite, je décide, avec Vrong, qui veulent nous sponsoriser, en tout cas Idéologie, je discute avec eux et je décide de créer le merchandising de la Mafia Qu'un Free. Mais ça ne me suffit pas, parce que c'est le merchandising de tout mon collectif. Quand on est dans les banlieues, on sait qu'entre nous, il y a beaucoup de piraterie. On sait qu'entre nous, tout peut arriver, du bien comme du mal. Donc il me faut quelque chose qui fait que je vais toujours pouvoir, moi, avancer. Ça, c'est l'intelligence de se dire, OK, je fais ça avec mes gars, mais il me faut une sortie de secours. C'est maman, quand tu rentres quelque part, cherche toujours la sortie de secours, au cas où. Donc j'ai cherché ma sortie de secours et me dire, OK, je vais créer un merchandising, mais si je me plante, si j'arrête, qu'est-ce que je deviens? Eh ben non, je vais créer une deuxième marque qui fait que si j'arrête, je pourrais toujours continuer mon projet solo. Parce qu'on était dans un grand collectif, tu ne sais pas ce qui est fait l'avenir. Donc l'idée de créer la marque, elle vient de là. Après, c'est Kerry James qui dit on endosse l'African Armure. Et le nom me vient d'une punchline à Kerry James que je décide, on va vraiment endosser l'African Armure. Et c'est là que je suis le plus à l'aise et que je commence à me développer. Justement, le nom African Armure, c'est vraiment un nom qui est puissant. Euh, que signifie armure? Quelle est la vision dans ce nom? Armure, c'est ma personnalité. Dans la rime, c'est, pour moi, on va endosser notre africanité et on va se la revendiquer fort dans la musique. Et quand je le prends dans mon sens à moi, armure, c'est ma personnalité. Je ne suis pas quelqu'un qui est le pote de tout le monde, qui sympathise avec tout le monde, qui est l'ami de tout le monde, bref. Je sympathise quand je veux, si je veux, et j'ai une protection naturelle et elle s'est transformée en armure avec le temps. Africaine, c'est la première chose que tu vois de moi. La première chose quand on rencontre quelqu'un, c'est son physique, qui je suis. La première chose que tu vois de moi, c'est mon visage, ma couleur. C'est ce que je suis, l'Africaine. Si tu m'as au téléphone, tu connais peut-être un peu l'accent, mais tu ne peux pas savoir qui je suis. Donc, Africaine représente le premier impact que tu as de moi, ma personnalité, ma couleur. Armure représente mon trait de caractère. Quelle est la mission de African Armure? La mission d'African Armure, c'est celle qui était à la base au sein de la Mafia Qu'un Free, c'est l'unification. Ma target la plus loin, c'est l'unification du monde afro. Et tous ceux qui se ressentent africains, tous ceux qui se ressentent afro, l'homme noir dans toute sa splendeur, avec un grand H, l'homme. Donc l'impact, il est de pouvoir avoir une marque sans fleuriture qui représente l'afro, mais sans revendication. Juste quand on porte du Nike, du Cosla, on ne nous demande pas pourquoi on porte ça. On le porte parce qu'on a envie de le porter, parce qu'on aime bien. Et moi, je voudrais pouvoir avoir cette marque qui fait qu'on la porte parce qu'en fait, c'est notre marque, elle nous ressemble. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être des bounty. Nous, à l'époque, quand on avait des grands rendez-vous, il fallait qu'on s'habille dans les codifications, je vais aussi dire européens, pour pouvoir faire du business. Si je vais en banque et je ne m'habille pas d'une certaine façon, je ne peux pas négocier avec le banquier. Moi, ce que je veux, c'est que je veux m'habiller en africain et je vais négocier en banque. Mais le banquier, si c'est un africain, il peut aussi s'habiller en African Armure et travailler dans sa banque sans avoir à se travertir. C'est ça la base. Et maintenant, après, il faut le déployer. C'est plus dur à déployer, mais le principe, il est que c'est pour ça que le premier t-shirt, il a été dédicacé à tout le monde afro. J'ai mis en ordre alphabétique tous les pays afro-cubains, Afro-Antilles, Guadeloupe, Algérie, tous les pays, tout le monde afro en ordre alphabétique. D'un côté, tous les pays d'Afrique en ordre alphabétique, de l'autre côté, afro-brésilien, afro-cubain, afro-argentin, tout le monde sur le même t-shirt. Madagascar. Et là, j'ai eu un super impact parce que tout le monde s'est retrouvé sur le t-shirt. Et il y en a, quand on dit Afrique, on peut oublier le Madagascar, on peut oublier les petites îles, Cap-Vert.
Mais en fait, quand j'ai fait ce t-shirt-là, les Capverdiens, ils ont eu une forme de fierté incroyable. Les Caribéens qui ont cette essence vers l'Afrique, qui ont grandi en quartier comme moi, pareil, ils m'ont dit enfin quelqu'un qui fait un truc qui nous associe à l'Afrique. Et c'est ce qui me porte jusqu'à aujourd'hui, 20 piges après, 25 piges après. Et voilà, c'est le combat d'African Armure. Tu parles de t-shirts, quelles sont les autres pièces qu'on peut retrouver dans la marque? Avec le temps, j'ai tout fait. À part les dessous, on a tout fait. Notre pièce phare restera le fameux cuir Mafia Quin Free African Armure. Mais en vérité, j'ai développé énormément de cuir. J'ai développé plus de 8 modèles, des gousses. On a vraiment tout fait. On a fait des ensembles en jean. Et s'il y a une pièce iconique, je te dirais la Duffelcoat. Parce que je me suis servi les Berbères qui font des élevages de moutons, etc., ils ont une espèce de tunique qu'ils portent avec une pointe, là, avec un chapeau. Ce truc-là, je l'ai transformé en une Duffelcoat, et pour moi, c'est la pièce la plus iconique. Les gens qui m'en parlent, c'est vraiment les gens qui sont dans le détail, quoi, qui sont à fond. Donc, il y a pas mal de pièces, en fonction des visions des gens, il y a des pièces iconiques qui changent. En Autriche, African Armure s'est porté de manière revendicative. Il y a l'extrême droite qui frappait fort là-bas. Donc, porter du African Armure, ça a un sens politique. Aux États-Unis, c'est un sens d'origine, une liaison avec les origines. En France, on est dans la culture hip-hop. Donc, en fonction d'où on est, la marque, elle a une vision complètement différente. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est archi intéressant ça, à travailler. Selon toi, comment une marque issue de la culture urbaine peut-elle durer dans le temps? Durer dans le temps, ben c'est toujours pareil, c'est le storytelling. C'est l'histoire qu'on raconte, la réalité de l'histoire qu'on raconte, le parcours de la marque qu'on veut raconter et comment on la déploie. Maintenant, on est obligé de faire avec les outils d'aujourd'hui. Il faut être présent avec les outils d'aujourd'hui et les maîtriser au mieux. Donc une marque, elle perdure parce qu'elle a quelqu'un qui arrive à tenir un storytelling incroyable et que ça donne envie aux gens de la consommer et de la suivre. Je pense que c'est ça, ouais. Qu'elle est avant tout une histoire. Ouais, c'est important. Ou qu'elle la crée. Si elle part sans histoire, qu'elle crée cette histoire-là qui va permettre aux gens de se l'accaparer. Tu dis que tu fais plusieurs choses. Hormis la musique, hormis ta marque, quels ont été tes autres pas dans l'entrepreneuriat? J'ai monté plusieurs sociétés, on fait de l'immobilier, on a monté plusieurs sociétés. Aujourd'hui, je suis un consultant. Aujourd'hui, je suis consultant, j'ai travaillé pour BPI France en freelance pour eux et je fais aussi des interventions avec une association qui s'appelle Une Voix pour tous dans les lycées pro. Hier, j'étais à Bagneux. Je vais dans ça, c'est un métier qui me plaît beaucoup, que j'ai réussi à développer grâce au podcast que j'ai créé. Donc, j'ai fait un podcast où je raconte le parcours qu'une personne a eu à l'école, son parcours scolaire, et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est le milieu. Qu'est-ce qui a fait que quelqu'un comme Almami, qui a fait des études dans les bateaux, qui a travaillé le bois, qui a travaillé vraiment, il a une scolarité dans les bateaux, et aujourd'hui, il est acteur. Il est réalisateur. Pardon, Almami. Il est acteur et il fait énormément de choses. Qu'est-ce qui a fait que de ce qu'il était à l'école et ce qu'il est devenu, la partie du milieu, là où il vit, les relations qu'il a eues, son parcours, c'est tout ça. Et c'est cette partie-là qui m'intéresse, c'est pour montrer aux gens que c'est pas parce qu'on part de quelque part et qu'on est fatalement obligé d'arriver à un endroit X. Avec les dénominateurs qu'il y a sur le chemin, on fait d'autres rencontres. Ce podcast m'a amené à être consultant, qu'on m'a appelé pour intervenir dans différents lieux. Je pense que j'ai une logique un peu différente qui fait que les gens veulent aussi entendre ma perception des choses jusqu'à que je termine chez BPI et aujourd'hui dans cette continuité-là. Ce travail, il est extrêmement riche parce que je rencontre les entrepreneurs nationaux de toute la France et qui font différentes choses et toujours en fonction de où ils vivent. L'entrepreneur de Bordeaux peut avoir la même idée que l'entrepreneur de Marseille, mais par rapport à la géographie, ils vont concevoir leur projet différemment. Et ça, c'est hyper intéressant pour moi qui est parisien et qui voit tout dans le nombril parisien, alors qu'en vérité, les énergies,
Elles sont complètement différentes et elles peuvent se compléter. Donc, donc ça, c'est le travail hors-delà du vêtement qui me plaît le plus. C'est de rencontrer ces gens, leur donner mon petit tips, mon truc en plus, ou sinon, c'est eux qui vont m'apprendre. Sinon, c'est eux qui vont m'apprendre à améliorer mon travail. Merci les Lyonnais pour ça. Donc, si je récapitule, ton podcast, Kiss the Builder, ça permet d'être en contact avec la BPI, c'est ça? C'est ça. Et de pouvoir faire des interventions dans des écoles. Et dans ces écoles, justement, tu leur transmets donc ta vision. Dans les écoles, BPI est venu me chercher pour que je travaille pour eux comme consultant pour l'entrepreneuriat. Après, j'ai l'association qui est venue me chercher pour que je travaille avec eux sur les lycées. Les lycées, c'est génial, les lycées pro, parce que j'ai un parcours lycée pro. Et grâce à ce parcours lycée pro, je suis devant vous aujourd'hui en train de vous parler. C'était un parcours qui était difficile. J'ai fait CAP, BEP, Bac Pro. C'était pas easy. Je me suis accroché. Et 10 ans après, ce parcours, il m'a servi à monter ma première société. Donc c'est ce que je vais ramener dans les lycées. Je les ramène, vous êtes dans les lycées pro, vous avez voulu être en général parce que être en général c'est bankable, mais vous êtes en pro. Pourquoi? Parce que vous bossez pas, parce que vous bossez mais vous avez aussi des structures, des profs qui s'en foutent, ou tout simplement vous vous êtes laissé porter par le vent. Mais n'empêche que là où vous êtes, ça défonce. Que je sois en général, que je sois en pro comptabilité, en pro vente, en pro électricité, vous y êtes. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ce que vous faites aujourd'hui et où ça peut vous emmener demain? Sachant que vos parents, ça peut être moi. J'ai affaire à des jeunes, leurs parents, ça peut être mes amis, des femmes et des hommes avec qui j'ai pu grandir. Comment on fait de nos enfants, de nos neveux, comment on les aide à aller plus haut, plus loin, qui ne se contentent pas du minimum qu'on leur dit de leur laisser. Je vais dans des classes et c'est hyper freestyle. Donc je me pose, je me présente, je donne le début de mon parcours. En même temps, j'analyse la classe et je commence à poser des questions et je les ramène à valoriser là où ils sont et là où ils pourront aller demain avec la matière qu'ils ont dans les mains actuellement. Comment vois-tu l'évolution du storytelling pro à travers le format podcast? C'est un format qui t'a quand même apporté beaucoup de choses, des rencontres, des opportunités. Comment vois-tu l'évolution de ce storytelling à travers ce format-là? Très bien. J'ai participé à deux choses. À un événement où tous les podcasteurs ils se sont regroupés pour discuter de ce qu'ils pouvaient tous faire ensemble. J'ai trouvé ça génial. Moi, j'étais là en tant que j'étais là pour observer. Et j'ai trouvé ça génial parce que justement, notre génération et celle qui arrive juste en dessous de nous, elle est en train de se constituer, chacun dans son coin, mais tout le monde sait qui fait quoi. Et comme on se connaît tous de par cette culture hip-hop et de banlieusards qui nous a mélangés, du coup, on arrive à voir ce que chacun fait. Ça crée des challenges pour les plus ambitieux et en même temps, ça crée des liens, des tips et de l'information. Donc ça, c'est cool. On m'a invité à un deuxième type de podcast où là, c'était plutôt vraiment axé sur le monde afro, des podcasteurs afro. Et j'ai trouvé ça génial. Déjà, il y avait plus de femmes. Donc elles se mettent beaucoup dans ce domaine-là, ce qui est cool aussi. Et pareil, ça s'est mélangé, ça a échangé, ça a discuté, ça vient de partout, ça vient de France, ça vient des Caraïbes, ça vient d'Afrique, ça se mélange, ça veut travailler ensemble. On n'y arrive pas forcément, mais l'idée est là. L'idée, elle est là. Comment on va trouver ce lien? Donc je pense qu'il y a un sacré avenir là-dedans, parce qu'on est très conscients de ce qu'on fait tous et de comment on va pouvoir y aller. Maintenant, la vie, elle est comme ça. La vie, il faut arriver à caler les agendas. Il y en a qui sont plus occupés que d'autres et ainsi de suite. Il faut arriver à calibrer ça. Et aujourd'hui aussi, on a des gens du monde afro qui sortent d'écoles, de grandes écoles. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous avez des entrepreneurs qui ont des capacités incroyables. On a besoin maintenant des grandes écoles. Vous sortez des grandes écoles, vous avez besoin de nous. C'est nous, on a les idées. Vous avez la technicité. Quelle est ta définition d'un mindset solide? Celui que je viens d'exprimer. Aïe. Est-ce que tu as déjà dû faire face à des périodes de doute où tu avais le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, tout jeune, au début, j'étais introverti. Donc forcément, le syndrome de l'imposteur, il n'est pas très loin à ce niveau-là. On le règle parce qu'on s'autopsie, on va dire. On le règle à travers la musique, à travers
à travers notre parcours de vie. Moi, j'ai perdu mes parents très tôt, il faut se mettre d'équerre très vite pour pouvoir avancer. Donc, on le règle au fur et à mesure. J'ai eu aussi la chance de rencontrer des gens qui ont su me parler, qui ont su me guider. J'ai accepté d'être guidé. Moi, donc, il n'y a pas d'ego à cet endroit-là. J'ai accepté d'être guidé sur ce chemin-là. J'ai accepté des choses et je me suis aussi, voilà, le syndrome de l'imposteur, et je me remets en question tout le temps. Il y en a qui détestent ça. Moi, ça me permet de... Je me remets en question. Qu'est-ce que je fais avec African Armure? Je continue ou j'arrête? Tous les ans, je me pose cette question. Qui consomme? Qui est d'accord? Qui me sollicite? Qu'est-ce que je fais de cette marque? Est-ce que le storytelling que j'ai, la target que je vous ai expliqué au début, est-ce que je suis toujours dans ma ligne directrice? Est-ce que mon combat est toujours bon? Oui, tous les ans, je me remets en question. Parce qu'on a des moments extrêmement durs. On a des moments où on n'a pas de financement. On peut aussi rater des collections. Je peux me planter sur ma communication marketing. Ou l'inverse, elle peut tellement réussir que je suis dépassé par les choses. Donc bien sûr que je m'en remets en question, en tout cas moi, parce que je sais qu'il y en a, c'est pas du tout leur cas. Au contraire, leur mindset, c'est de foncer. Moi, mon mindset, c'est de construire en avançant. Donc moi, je fais pas partie des perfectionnistes. Moi, je fais partie de ceux qui commencent avec, à la MacGyver. Moi, je fais ceux qui travaillent avec peu et qui grandissent sur son chemin. Et pour arriver à mes résultats, il faut que je me remette en question, je dirais, je ne sais pas à quel rythme, mais franchement, je me remets en question. C'est hyper important. Et les gens qui me remettent en question, bah, je prends le temps de les kiffer aussi, de les écouter aussi, pour voir si, bah, tiens, peut-être pourquoi pas. Attends, vérifions ça. Ce qui me permet d'être en vie, de continuer à avancer. African Armure, je crois que je suis aujourd'hui la dernière marque existante de ma génération. Vrong ont arrêté. Donc, si je suis encore sollicité et si ce que je fais aujourd'hui continue de plaire, c'est parce que je me remets en question et ce que j'essaie de calibrer toujours par rapport à ce que je vis, mon âge. Aujourd'hui, je crée des vêtements pour ma génération. Et si je veux toucher les jeunes, ben, j'ai créé une autre gamme pour les toucher. Mais African Armure cherche surtout à habiller sa génération. Et ça, pour moi, c'est une remise en question. Quel est le nom de votre marque, justement, qui est dédiée à une génération plus jeune? C'est Young Nation, c'est la jeune nation d'African Armure. Cela ne veut pas dire que les gens qui sont dans cette gamme-là, ils sont tous jeunes. Ça peut être vous. Ce qui m'intéresse, c'est tous les gens que je connais, toutes les personnalités qui font des choses, avec qui je peux collaborer, je les ramène dans ma nation. La vision d'African Armure, associée avec leur vision, ça donne cette jeune nation. Et il y a la gamme pour ma génération, pour finir la boucle, qui s'appelle Maison AA. C'est une nouvelle gamme que je viens de créer. Et cette gamme-là, c'est par rapport à l'expérience que j'ai eue justement en tant que consultant. J'ai affaire à des politiques. Je discute, il n'y a pas longtemps, j'étais en face des politiques de Dijon. Il fallait que je parle de l'entrepreneuriat dans les quartiers de Dijon. Eh ben, la marque Streetwear African Armure n'est pas adaptée à ce moment-là pour que je travaille. Donc, l'homme que je suis, lui, il travaille, mais la marque, elle ne travaille pas. Donc ça, c'est une réflexion, c'est une remise en question que je fais à cet endroit-là. Et je me dis, mais comment je vais faire? Je dois porter ma marque et je dois bosser aussi. Donc, j'ai créé la gamme Maison AA, qui est de full black, qui va être avec des tout petits logos, des trucs qui vont faire que quand je vais aller travailler, je veux pouvoir porter du African Armure sans parler d'African Armure. Je suis là pour bosser, je fais mon boulot. Mais moi, je suis le premier représentant de ma marque et je peux la mettre du haut de mon âge et être face à des politiciens sans être mal à l'aise parce que j'ai respecté les codes. Si les codes, c'est d'être bien habillé, respectons ces codes, mais gardons notre identité égale à nous-mêmes, forcément. C'est ce que tu portes aujourd'hui? Toujours la famille, il y a toujours un petit détail. Oui, 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 oui. Quelles valeurs souhaites-tu transmettre aux jeunes générations? Les valeurs que je souhaite transmettre aux jeunes générations, moi, ce que je fais dans mon quotidien depuis toujours et depuis longtemps, c'est aussi pour ça que je suis avec vous là, c'est la transmission. C'est ce que je fais dans les écoles, c'est ce que je fais en tant que consultant, c'est ce que la marque, elle fait en tant que exister pour dire qu'on peut être mis et porté sans avoir à se travertir. Donc pour moi, le plus important, c'est la transmission. Qu'est-ce que je transmets à mes propres enfants,
à mes neveux, nièces, et on s'éloigne comme ça. Qu'est-ce que je transmets? Quelle est l'image de la représentation que j'ai pour les gens issus des milieux populaires? Le peu qui me connaissent du haut de ce que je suis, quel est ce que je transmets? J'assume tout mon parcours, j'assume mes bêtises, j'assume tout, mais de tout ça, j'en ai fait une force qui fait que le chemin que j'ai aujourd'hui. Si j'ai appris beaucoup de choses dans la rue, ces choses-là, elles me servent à en vivre aujourd'hui. Ok? Donc, ce que je veux, c'est ça, quoi. Avoir une identité. Ce que j'essaie d'être, c'est égal à moi-même, soyez égal à vous-même. Transmettez. Toute notre génération, on est hyper riche énormément de choses. On est hyper riche de nos réseaux, de nos connexions. Et il faut qu'on arrive à transmettre chacun notre couleur. Et arrêter d'être dans le truc, on est tous pareils, là. On n'est pas tous pareils. Et c'est ce qui fait notre force. Si tu pouvais faire un retour dans le passé, qu'est-ce que tu dirais au jeune Papou qui était adolescent, qui avait 15 ans par exemple? Lui, ne sois surtout pas introverti, poto. Tu nous as fait rater de l'argent, gros. Et frère, ne sois surtout pas le syndrome de l'imposteur, frérot. Sur le côté. Mais poussez-vous. Le Papou, moi, j'ai commencé très tôt les affaires. Je faisais déjà de l'import-export d'or entre le Sénégal, le Mali et la France. C'était de la pure piraterie. J'ai fait la marque de vêtements, mais moi, à 15-16 ans, non, on va dire plutôt 17-18, ma mère, elle me signait mes documents pour que je puisse voyager. Moi, j'allais déjà en Thaïlande ramener tous les faux trucs pour vendre sur... on était déjà hyper speed. Mais on ne se rendait pas compte à quel point on avait cette capacité. J'ai eu de la chance d'avoir une maman africaine qui a compris qu'elle avait un fils qu'il fallait qu'elle pousse plutôt que de restreindre. Donc, elle m'autorisait à aller dans des pays loin. Elle ne savait pas comment je faisais, mais je ramenais des trucs, je les revendais. Et ce mec-là, s'il n'était pas introverti, bah, il aurait été encore plus vite, plus loin, et il aurait encore poussé plus de choses. En 2026, Patou, il écoute quoi? Il y a quoi dans sa playlist? C'est chaud, ma playlist, il y a de tout. Par rapport à mon époque, j'aime trop les plateformes. J'aime les plateformes, pourquoi? Parce que j'ai un dossier, dedans, il y a tout. Il y a tout. Ça veut dire que j'ai des sons, j'ai des sons, je n'étais même pas né. J'ai retrouvé des sons que j'ai dû écouter dans ma jeunesse, je n'étais même pas né, ils sont dedans. J'ai commencé par Ek Bin Rakim, je vous ai dit Public Enemy, j'aurais pu dire De La Soul, mais il y a du Kendrick Lamar, il y a de la variété. Je me suis refait des Brassens. Il y a de l'afrobeat, il y a du Fela Kuti, la famille. Si vous ne connaissez pas, les plateformes servent à ça. Donc aujourd'hui, la musique que j'écoute, elle est toujours à 90% ou énormément culture hip-hop. Mais aujourd'hui, j'écoute beaucoup d'autres choses. J'écoute beaucoup d'autres choses. Je m'intéresse à tout type de musique, mais ma base, elle est quand même hip-hop. Hip-hop punchline, hip-hop phrases intéressantes, hip-hop où on sait jouer avec le son, les mots. Le hip-hop qui me fait sourire. Le hip-hop qui va je vais kiffer les rimes ou je vais kiffer les jeux de mots. Est-ce qu'il y a un titre, dès que tu le mets, ça te met de bonne humeur? Il y en a plein. Il y en a plein. Lequel je peux te dire là? Récemment. Non, il y en a plein. Il y a pas mal d'albums de Kendrick Lamar que j'aime bien. Moi, c'est pas Not Like Us. Not Like Us, pousse-toi sur le côté. Mais à part ça, Kendrick, il me fait vraiment kiffer. Le dernier album que je kiffe là, c'est The Clips. J'aime beaucoup les deux frères et la technicité qu'ils y ont. Non, le rap me donne beaucoup de joie et de plaisir. Le rap quinri surtout, et le français, ça dépend de mon oreille, ça dépend de la façon dont la personne joue avec les mots. J'aime beaucoup le titre de DC's et la meuf, là. Théodora. Ouais, j'aime bien comment DC's il a fait, vu que je le connais de l'époque. Le DC's que je vois aujourd'hui, je le côtoie pas, mais quand j'ai écouté, j'ai dit « Oh, ça défonce !» Comment il a évolué et comment il ramène son truc. Donc, c'est un morceau qui peut me faire bouger la tête actuellement en radio. Dans tous tes dossiers musicaux, est-ce que tu as une playlist spéciale Lover? La Saint-Valentin, elle approche. Est-ce que tu auras un titre à recommander? Bien sûr. Moi, j'arrête pas de dire, nous, on est d'une génération, nous, on vous met KO, les gars.
Et moi, je suis là, Jimmy Wine. Vous connaissez Jimmy Wine? Et moi, j'ai une playlist, oui. J'ai une playlist où nous, on a connu l'ère du R&B. Nous, on a connu le chant. On a eu cette chance d'aimer Mary J. Blige, d'aimer des vraies voix. Beyoncé est la plus grande représentante aujourd'hui, mais les Alicia Keys et Oumou Sangaré, je veux dire, j'ai une playlist, oui. Si je vais te mettre KO là, faut pas que je l'active celle-là. Bon, je rigole, je suis chez la famille, je me fais plaisir. Est-ce que tu as des films ou des séries de référence? Ouais. Attends, j'ai un film que j'ai beaucoup aimé, No Country for Old Men. Ah ouais, ce film défonce. Quoi d'autre? Film bête où il faut pas réfléchir, les John Wick. Magnifique. Surtout le 1 et le 2, je crois. Je suis assez cinéphile, j'ai pas de titre en tête, mais j'aime les films où je ne trouve pas la fin. Pour moi, un bon film, c'est un film où je n'ai pas compris la fin avant la fin. Là, si tu m'attrapes à cet endroit-là, je dis, ah ouais, ton film, il est top. Donc, ouais. J'aime les films aussi de toute cette génération de réalisateurs issus des quartiers ou aux États-Unis, les Sinners. J'aime beaucoup Sinners. Pourquoi? Parce que déjà, le réalisateur, le fait que ça soit lui qui l'ait fait, et de son parcours et de sa carrière, c'est un gars à nous. Et il fait un film Sinner. Et Sinner, c'est rempli de références. Il y a des références de ma génération, il y a trop de refs. Les mots, les punchs, les styles, etc. Et ben, quand c'est riche comme ça, eh ben, j'aime beaucoup. Et les frérots, peu importe les réalisateurs français qui produisent ici, je vais aller regarder la plupart de tous leurs films, déjà pour les soutenir, premièrement. Si j'aime pas le film, c'est pas grave. Je veux soutenir ce réalisateur issu des quartiers qui s'appelle JP, qui s'appelle Ladji, qui joue comme Omar Sy ou comme Thomas avec ses films qu'il nous a sortis. Là, il a sorti, c'était quoi le film? Bref, Thomas, il a ses films. Moi, je vais aller voir tous mes gars parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Moi, je vais les voir. Je paye ma place, je rentre mon ticket. Après, si j'aime le film, là, je suis au top 50. Et vice-versa. Ils vont aller voir ce que je fais. S'ils aiment, ils vont prendre un African Armure. Mais ça, on ne se le dit pas, on le vit. Quels sont tes prochains projets à venir? Sortir la collection Maison AA, qui est cette fameuse collection pour les entrepreneurs, tout type d'entrepreneurs, même les fils à papa, on les prend. Venez dans la famille, on y va. Continuer à produire du African Armure, relancer le podcast parce que j'étais un peu trop occupé, mais on me sollicite, donc je veux relancer le podcast. Et mon avenir, aujourd'hui, dans l'avenir, en fait, ça va être beaucoup l'Afrique, de plus en plus, pour la marque, parce qu'on veut travailler sur de la fabrication, mais il est temps que je participe au combat des miens. Il est temps que je sois sur le terrain africain et que je produise. Donc j'ai une idée avec African Armure Industrie. Je ne vais pas me porter la poisse en vous la disant, mais je travaille depuis 2-3 ans sur un projet qui n'a rien à voir avec le vêtement. Mais l'idée, c'est de créer du travail, de la formation là-bas. Moi, me forcer à pouvoir rester sur place et pas me tourner les pouces, mais travailler et participer à l'élan actuel de mon pays qui s'appelle AES. Merci à vous, force, beaucoup de courage. N'hésitez pas à écrire, à parler à toute cette belle équipe parce que leur projet, ils défoncent et je suis venu juste apporter mon petit plus. Ok la famille, à bientôt. Ciao.